Frédéric Rousseau, responsable de marché cyber pour Hiscox, compagnie d'assurance. En fait, toutes les cyberattaques sont assez fréquentes. Il n'y a plus vraiment de graduation, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, dans le top des cyberattaques, ça peut varier. Ce qu'on rencontre le plus fréquemment tout de même, ça reste les cyberextorsions, c'est-à-dire que quelqu'un m'attaque de manière à crypter les données de mes unités PC ou de serveurs. Je ne peux plus travailler et en échange, pour décrypter, il me demande une rançon. Ça, c'est un sport assez fréquent. Deuxième type, c'est le phishing. Les temps sont propices au phishing. Qu'est-ce que le phishing? Ça veut dire que je reçois un mail, ou du moins une sollicitation, mais souvent par mail, qui derrière quelques attributs qui est plus ou moins officiels pour me faire passer pour une organisation sérieuse. Je vais demander une action à la personne que je voudrais pratiquement escroquer. C'est pas tout à fait le bon terme, mais le but c'est ça, c'est de faire croire à la personne que je suis légitime pour lui demander quelque chose et à l'arrivée, je lui extorque soit des informations, soit tout simplement des fonds. Donc le phishing, ça peut être un simple mail, ça peut être aussi un mail sur lequel je vais télécharger après un virus. Donc voilà, ça c'est la grande famille du phishing qui se met en sous-catégorie. Et puis après, il y a tout ce qui est très classique, les virus, les attaques ciblées aussi, parce qu'on a des attaques ciblées sur des grandes organisations. Le virus, lui, c'est plutôt des attaques générales. Je mets un filet à la mer, puis je vois, quand je le ramène vers moi, si j'ai réussi à choper des poissons, en l'occurrence ici des victimes. Et puis les attaques, ce qu'on appelle les attaques ciblées, c'est ce qu'on voit plutôt pour des grands groupes, mais on le voit de plus en plus aussi pour des sociétés moyennes, où clairement un groupe de hackers s'est mis en tête une cible particulière et s'est introduit dans ce système avec des manipulations tout à fait particulières en vue de soit, pareil, demander une rançon, soit de récupérer des données, soit de tout simplement nuire à l'entreprise. Donc voilà, pour l'instant, le binôme, ça va être plutôt phishing et cyberextorsion, mais on ne peut pas vraiment dire que toutes les autres formes d'attaque, que toutes les autres formes de cyberattaque sont à oublier. Voilà, il y a des tendances, ça va, ça vient. En ce moment, c'est ça. Et puis peut-être que dans 2 mois, ce sera autre chose. On va commencer par la conséquence la plus extrême. Ça peut être la cessation d'activité, tout simplement. On a eu des cas qui sont connus même dans la presse, des gens qui ont témoigné, ils n'étaient pas assurés, qu'ils n'avaient pas tout fait. Des fois, ils étaient aussi dans une situation délicate au préalable. Et puis, la cyberattaque a été le coup de grâce. Pourquoi? Tout simplement parce que si je reprends l'exemple des cyberattaques avec demande d'extorsion, ça consiste à j'implante un virus ou quelconque moyen de manière qui a pour but de crypter toutes les données de l'entreprise. L'entreprise ne peut plus travailler, donc elle cumule des pertes d'exploitation jour après jour, le temps que la situation retourne à la normale. Donc si l'entreprise est déjà fragilisée, il y a peu de chances qu'elle s'en relève, voire elle s'en relève pas du tout. Donc ça, c'est la conséquence la plus extrême. Mais si je prends la même conséquence, donc d'une cyberextorsion, la conséquence, je disais que c'est la perte d'exploitation. Donc dans tous les cas, il y a une conséquence qui est évidente, c'est la perte financière. Je ne peux pas travailler, j'ai des frais, ces frais-là, il va falloir les payer, donc je suis en perte. La deuxième conséquence, c'est la conséquence réputationnelle. Si je ne peux pas travailler, que mes clients me sollicitent, faut que je leur explique la situation. Ça peut être délicat. Si je suis un e-commerçant, voilà, mon site est par terre. Les gens vont peut-être avoir quelques défiances à revenir travailler avec moi après parce qu'ils diront mais mince, mes données, qu'est-ce qui se passe par rapport à mes données personnelles, les données bancaires que j'utilisais pour passer ma commande. Si je suis un consultant, j'explique à mes clients pourquoi non seulement je ne peux pas travailler, mais peut-être que leurs données sont dans la nature, alors que mon travail, c'est de travailler sur les documents qu'ils me fournissent. Donc dans tous les cas, il y a un sujet réputationnel. Et puis troisième sujet, c'est le sujet juridique. Donc on a dit perte d'exploitation, réputation, et sujet juridique. Si je suis attaqué, peut-être qu'il y a une fuite de données dans la nature. Ces données ne sont pas nécessairement que les miennes. Donc je prends un exemple d'un consultant. Si je travaille avec les données de mes clients ou de prospects, que ces données-là sont dans la nature, peut-être que je vais avoir des comptes à leur rendre. Je suis à la fois victime, parce que j'ai subi une cyberattaque, mais coupable vis-à-vis de ces personnes-là, puisque à cause de moi, parce que mon système n'était pas suffisamment protégé, leurs données se retrouvent dans la nature. Et des fois, ça peut être très, très préjudiciable si, par exemple, le pire du pire, ce sont les données de santé. Si, par exemple, je suis en profession libérale, que j'ai des données de santé de ma patientèle, que ces données sont piratées, il faut savoir que ça se revend très, très bien sur le marché noir, tout simplement parce que ça peut permettre, dans les cas où les données sont les mieux renseignées, d'usurper une identité.
Donc l'usurpation d'identité, ça peut aller très loin pour la victime, qui après demandera à la personne qui s'est à l'organisation ou la personne qui s'est piratée, demandera des comptes, et ces comptes-là, ça peut aller assez loin en termes financiers. Puis il ne faut pas oublier qu'aussi il y a le régulateur, la CNIL, qui peut être tout à fait en capacité d'engager une enquête et puis une action et sanction euh, si, euh, s'il y a un manquement. Donc les conséquences sont assez lourdes, mais pour les résumer, financières, réputationnelles, juridiques. En fait, toute entreprise, c'est une question de cible, comme je disais tout à l'heure, il y a différents types d'attaques. Les attaques ciblées, parce que les pirates vont voir un grand compte, ils vont se dire là, pour le coup, on peut se faire plaisir, parce que ce grand compte-là, une activité qui fait qu'ils ont détecté un point de vulnérabilité qui ferait que peut-être cette entreprise serait plus enclin à payer une rançon que dans d'autres cas. Mais de façon générale, à partir du moment où je travaille avec de la donnée ou que j'utilise des moyens informatiques, je suis une victime potentielle. En fait, il n'y a pas forcément d'entreprise ciblée. Comme je disais tout à l'heure, je prenais l'image de la pêche avec le grand filet de pêche. Ça marche comme ça, le piratage de plus en plus. C'est-à-dire que au-delà de l'attaque ciblée, il y a l'attaque de masse où je me contente en tant que pirate d'envoyer des programmes malicieux. Et puis s'ils passent pas, c'est pas grave, mais il y aura bien des fois où ils passent. Puis quand ça passe, à ce moment-là, je réagis. Peut-être même la meilleure image, ce serait même pas un filet de pêche, ça serait des lignes de pêche. Voilà, j'en mets une centaine. Certaines ne vont pas bouger parce que ça ne mord pas à l'hameçon, comme on dit. Puis de temps en temps, il y en a 2 ou 3 qui vont bouger. Et là, en tant que pirate, je vais agir. Et donc, pour le coup, il n'y a pas besoin de cibler. Il y a juste à faire un programme malicieux, l'envoyer et attendre que quelqu'un ouvre la pièce malicieuse ou, pour X raison, surtout avec un programme vérolé contenant donc le programme de cryptage. Et là, ça y est, tout se déroule. Donc, il n'y a pas en soi d'entreprise plus exposée que d'autres, en ce sens que à partir du moment qu'ils utilisent la donnée ou un système informatique, le sont. Après, en tant qu'assureur, on va dire plus exposé, on va se dire oui, il y a des expositions différentes. Il y a des expositions parce que j'ai plus de données, parce que j'ai une activité qui est plus dépendante d'Internet. Ça, oui, on pourrait dire qu'un e-commerçant est techniquement plus exposé que quelqu'un qui est un consultant sans e-commerce. Mais au final, à partir du moment où ils utilisent dans les deux cas un outil informatique et qu'ils sont connectés à des réseaux, ce sont des potentielles victimes. Au niveau de l'exposition, ce qui va changer, c'est que peut-être pour l'un, il y aura besoin de plus de montants de garantie, parce que les enjeux seront plus grands, que l'autre, il y aura peut-être besoin d'un petit peu moins de montants de garantie, tout simplement. Les cyberpirates cherchent toujours à s'enrichir au final de différentes manières. Il se différencie d'un fraudeur, parce qu'en fin de compte, un fraudeur va directement vous voler de l'argent, il va se servir dans vos caisses, vous convaincre de lui envoyer de l'argent, en tout cas, il y aura une perte financière immédiate. Le cyberpirate, lui, il va vous causer du tort dans un premier temps. Ça existe le cyberespionnage. Et ça existe aussi le parasitage. Et donc, je peux très bien demander sur le black market, donc le marché noir d'Internet, on va dire, à des pirates de dire, voilà, allez déstabiliser mon concurrent, parce que c'est la grande saison et j'ai envie de faire une très bonne saison. Et pour ce faire, j'aimerais bien que mon concurrent soit chute. Exemple type des e-commerçants ou, je sais pas, de toute activité qui a une saisonnalité importante sur Internet. Et donc, du coup, là, le pirate, il va être mandaté, diligenté pour faire tomber les serveurs. Donc, il va juste me causer du tort, moi, en tant que victime. Mais il ne va pas s'enrichir sur moi directement. Dans d'autres cas, quand il va me demander une rançon, pareil, il va me crypter. Mais si je ne veux pas payer la rançon, il ne va pas s'enrichir. Il m'aura juste crypté. Donc, le cyberpirate cause du tort, mais ne s'enrichit pas directement. Il va s'enrichir en revendant les données qu'il a volées, en disposant de la rançon d'une cyberextorsion, ou parce qu'il était rémunéré pour commettre ces méfaits. Donc, le cyberpirate, ce qu'il recherche, au final, c'est s'enrichir aux dépens de la victime. Mais pour s'enrichir, c'est souvent un enrichissement indirect parce qu'il va revendre les données à d'autres cyberpirates qui vont eux-mêmes exploiter les données. C'est-à-dire qu'il y a même une chaîne de mission entre cyberpirates. Il y a ceux qui vont développer le programme. Alors peut-être il y en a peut-être un qui va dire, voilà, sur tel système d'exploitation, tel type de faille. Il y en a un autre qui va inventer le programme, qui va le vendre, d'autres qui vont exploiter. Puis une fois qu'ils auront les données, ils vendront à d'autres cyberpirates, ainsi de suite. C'est un marché avec différentes spécialités de plus en plus. Mais au final, on arrive toujours à une question de je vous déstabilise pour obtenir quelque chose d'une quelconque manière et un avantage financier. En fait, pour l'instant, la difficulté qu'a toute organisation, c'est que en termes de retour sur investissement, il n'existe pas de meilleur placement qu'une cyberattaque par crypto-locking.
Ça ne coûte D'accord. rien à faire. Il faut juste disposer d'un programme et après convaincre la personne de payer la rançon. Donc ça demande un minimum d'investissement. Parfois, ça demande très très peu de connaissances puisque je peux acheter le programme qui va crypter les données de ma victime. Puis après, je me débrouille pour avoir la cyber-rançon. Donc, voilà. Et donc le cyberpirate, au final, il cherche à s'enrichir en exploitant vos données d'une quelconque manière. Soit parce qu'il vous empêche de les utiliser, je demande une rançon, soit parce qu'il vous les vole et il les revend à quelqu'un d'autre. Oui et non. Je fais une réponse de Normand, mais comme je le disais, c'est que donc parfois elles peuvent être ciblées, parfois ce n'est pas le cas. Mais effectivement, dans les deux cas, par exemple, je peux cibler une entreprise parce qu'elle est très bien défendue. Donc là, j'ai besoin de ressources, de techniques, etc. Donc je vais la cibler, mais pour au final lui demander une rançon, pour au final lui crypter la donnée. Et j'aurais tout autant crypté les données d'une beaucoup plus petite structure, d'une TPE ou d'une PME, avec beaucoup moins de difficultés. Donc au final, ces deux entreprises-là ont eu le même type d'attaque, c'est-à-dire cryptage de données contre demande de rançon. Par contre, les moyens mis en place ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que dans le premier cas, vraiment, j'ai une organisation quasi mafieuse avec des gens très compétents pour pouvoir pénétrer dans le système informatique de l'entreprise. Dans d'autres cas, je vais juste me contenter de reproduire un programme qui est standard en fait. C'est presque des applications standards, j'ai envie de dire, ce genre de virus. Euh, Après, les pirates souvent enfin, lorsqu'ils ciblent, ils sont renseignés. Par exemple, ils n'auront pas la même approche pour une entreprise qui fait du e-commerce que pour une entreprise qui est, par exemple, un bureau d'études techniques qui travaille dans un secteur sensible avec des données techniques, etc. Donc, en fait, ils adapteront leur démarche en fonction effectivement du profil de l'entreprise lorsque c'est une attaque ciblée. Quand c'est pas ciblé, ils y vont sans, comment dire, sans préparation particulière. Il y a pas de, encore une fois, ils vont utiliser l'attaque qui pour eux leur apporte le plus en un moins de temps. Donc du coup, l'attaque par crypto-locking. Euh, euh, Après, euh, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un type d'attaque, on peut avoir différents momentum. Donc avec le Covid, on a eu une hausse du phishing. Donc on ne pourra pas faire même le petit d'attaque avec une société dont on estime qu'elle a un gros service juridique, qu'avec quelqu'un qui travaille seul. Attaque typique dans ce cas-là, ça serait des attaques qui se font passer pour, ça peut être la répression des fraudes, ça peut être le trésor, ça peut être des institutions qui paraissent être des institutions étatiques. Et la difficulté que nous avons, c'est que c'est de mieux en mieux fait. C'est pas un secret aussi, les banques sont souvent euh, prises comme masque par les cyberpirates pour faire une attaque de phishing en fait. Donc c'est des attaques qui fonctionnent à la fois, on pense que ça fonctionne que sur la crédulité. En réalité, ça fonctionne aussi sur l'inattention ou alors le fait que la victime n'a pas de service juridique et est habituée à traiter ce genre de mail. Le mail ou la demande a toutes les caractéristiques d'une demande légitime. Et si la victime est une petite organisation, qu'elle n'a pas un service juridique habitué à traiter ça, peut-être qu'elle va plus facilement tomber dans le piège. Mais encore une fois, c'est pas que de la crédulité. Parfois, c'est juste aussi de la rapidité, de l'inattention. Je reçois le phishing, j'ai l'impression que c'est le trésor, ça y ressemble, il y a tous les sigles de la République française. Ça peut arriver que des fois, il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que souvent, on les reconnaît parce que la syntaxe est mauvaise. On dit de Mhm. cliquer sur tel lien pour atteindre mon espace sécurisé. Et en fait, ce lien-là me fait télécharger une application qui, elle, serait une application vérolée. Donc alors, à ce moment-là, ils vont me demander d'aller sur un site pour remplir toutes mes informations. Généralement, aucune structure étatique ne fonctionne comme ça. Donc, dans le piège où la victime remplit ses données, on peut le déjouer assez facilement avec un peu de formation. Le piège où la victime clique sur un lien qui en fait télécharge un programme malveillant, là c'est un peu plus compliqué. Euh, mais donc voilà, les entreprises sont ciblées oui et non par les mêmes attaques. Ça dépend de l'intention du pirate, ça dépend si le pirate il fait une attaque de masse ou si c'est ciblé. Mais au final, on se retrouve avec les mêmes méthodes, on va dire, faites avec des moyens différents en fonction de la complexité de l'attaque et de la cible à attaquer. En fait, c'est de plus en plus intégré, tout simplement. Alors, si je regarde le marché français de la cyberassurance et de la cybersécurité en général, c'est un marché qui est assez récent finalement. Et il y a 4 5 ans, je vous aurais pas dit la chose que je vais vous dire maintenant en disant oui, maintenant, ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. En tout cas, ça rentre dans les programmes d'investissement ou de risk management des entrepreneurs. Il y a 4 5 ans,
c'était pas du tout un sujet abordé. Sauf que entre-temps, on a vu depuis quelques années, tout le monde connaît un entrepreneur qui s'est fait hacker. Alors, il y a quelques années, personne n'en parlait vraiment parce que il y avait un petit peu, c'est le syndrome de la victime qu'on se peut en parler, qui est doublement victime. Non seulement je suis victime, mais en plus j'ai la honte d'avoir été attaqué. La honte de quoi? J'ai mis tous les moyens pour me défendre et pourtant je suis tombé sur un pirate qui voulait absolument rentrer dans mon système et qui a gagné. Ce qui n'est pas du tout étonnant. Les pirates ont toujours un coup d'avance sur les moyens techniques de défense, même si ça s'arrange. Donc au final, ce qui se passe entre les connaissances qui ont été attaquées, entre la presse, entre la réglementation, entre surtout par exemple l'ANSSI qui est le référent de l'État français sur la cybersécurité, qui fait beaucoup de vulgarisation, qui fait des livrets très intéressants, notamment il y en a un qui était sorti récemment sur la cyberrançon et les attitudes à avoir. On est quand même dans un environnement où c'est dur de ne pas être au courant du sujet. Et puis effectivement, que ce soit les banques ou les assureurs, c'est un sujet sur lequel on est forcé de s'intéresser, puisqu'on a tous eu des clients ou des assurés qui se sont retrouvés attaqués et dans des situations fort délicates suite à une cyberattaque. Donc finalement, on est dans un environnement où c'est dur de ne plus prendre compte de cette menace-là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une menace qui rentre de plus en plus dans les craintes des entrepreneurs et même des particuliers, en fait. Donc c'est complètement intégré sur le fait que c'est une attaque qui peut me déstabiliser, qui peut déstabiliser mon organisation, qui peut me faire que les ressources que je voulais utiliser en investissement ou pour traverser la crise actuelle, et là, ces ressources-là vont disparaître parce qu'une attaque va finir de me déstabiliser ou va m'empêcher de travailler pendant 5, 10, 20, 30 jours, un mois, etc. Donc, pour le coup, ça entre dans les mœurs. Là où c'est met un peu plus de temps, c'est comment lutter contre ces menaces-là. Là, il y a encore du travail parce qu'on voit que les choses ne sont pas encore tout à fait normées et toutes les entreprises ne sont pas encore préparées à ça, même si elles en ont conscience. En tout cas, aussi, au niveau de la conscience, ça y est, c'est entré dans les mœurs. La stratégie, peu importe la taille d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est toujours à peu près la même. Déjà, il faut investir sur un outil qui est performant. Donc, pour investir sur un outil performant, on va parler du système informatique. C'est quoi un système informatique qui est performant au regard de la cybersécurité? C'est un système qui fait que mes sauvegardes et données critiques sont protégées, et puis l'accès à mon système informatique est lui-même protégé. Donc là, pour le coup, c'est accessible parfaitement à toute entreprise. C'est une question effectivement de taille, mais par exemple, je peux faire comment sécuriser mes accès. C'est très simple. Je peux très bien demander des mots de passe, ce qu'on appelle à authentification à double facteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me connecte à mon système informatique, je rentre mon nom d'utilisateur, je rentre un premier mot de passe. Et une fois que j'aurai rentré ces deux données-là, je vais recevoir sur mon téléphone ou un quelconque utilitaire, ça peut être ce qu'on appelle un token, ça peut être matérialisé par une espèce de petit porte-clés qui va afficher un code, ou avec mon téléphone, un texto que je vais recevoir. Et donc, je vais recevoir un code temporaire qui sera valide que pendant une minute ou quelques secondes. Donc là, pour le coup, si un pirate avait installé un programme pour vérifier tout ce que je tape, il va être bien embêté parce qu'il va voir que je tape mon nom d'utilisateur, il va voir que je tape mon premier mot de passe, mais le deuxième mot de passe étant aléatoire, ça ne sert à rien qu'il enregistre mes données. Il ne pourra pas voler mon accès. Et donc, cette authentification à double facteur, c'est parfois une option qui est gratuite sur certains services Internet et donc très facile à mettre en place. Pour une petite organisation, c'est la chose la plus facile à mettre en place en termes de défense. Ça coûte en termes de temps quelques secondes tous les matins quand je me connecte ou à chaque connexion, le temps de recevoir le mot de passe temporaire, mais en termes de sécurisation des accès, c'est difficile de faire mieux. Et donc, ça peut valoir pour une TPE, parce que par exemple, c'est des services qui sont offerts sur Office 365, sur G Suite, etc. Et puis, pour une grande organisation, c'est pareil, ça peut parfaitement se développer sur une grande organisation. Pour ma part, dans ma compagnie d'assurance Hiscox, c'est comme ça que tous les jours, je me connecte avec un mot de passe, enfin, nom d'utilisateur, pour mot de passe temporaire. Et là, pour le coup, pour se faire passer pour moi, vous voulez m'identifier, il faut vraiment s'accrocher. En l'occurrence, il faudra me couper le pouce pour pouvoir même déverrouiller mon téléphone portable qui reçoit le message. Donc, en termes de sécurité, la sécurisation des accès. 2, les sauvegardes. Pourquoi? Parce que si je suis attaqué, la pire chose qui puisse arriver, c'est que je suis attaqué, mes données sont cryptées. C'est pas grave, j'ai mes sauvegardes. Sauf que bien souvent, lorsque les sauvegardes sont elles-mêmes mal protégées, les sauvegardes aussi sont cryptées. Donc, en tant que victime, je me retrouve avec un système informatique qui n'est plus exploitable,
et des sauvegardes, des backups, voilà, elles qui sont inutilisables, elles aussi, puisqu'elles aussi ont été piratées. Donc, c'est très important d'avoir des sauvegardes, mais qui sont ce qu'on appelle offline. J'ai mon système informatique, mon réseau, et quotidiennement, je fais des sauvegardes et une fois qu'elles sont faites, je les remise. Et je les garde pour un certain temps, même le plus longtemps possible, puisque les pirates étant des gens malins, ils se sont dit, tiens, on s'est rendu compte que les entreprises faisaient de la rétention de sauvegarde pendant 20 jours, eh bien, on va rester dans les systèmes pendant 21  jours de manière à pouvoir verrouiller toutes les sauvegardes. Donc, plus je garde mes sauvegardes longtemps, mieux c'est, et plus elles sont offline, enfin, plus elles sont offline, non, il faut qu'elles soient offline, ça veut dire que je les fais, et après, elles sont coupées de mon réseau. Donc, le jour où j'ai une attaque, l'attaquant va s'occuper des données qui sont dans le réseau, mais il ne pourra pas atteindre ces sauvegardes-là. Donc, je pourrais récupérer peut-être du travail et finalement, j'aurais peut-être 24 heures ou 3 jours de données perdues, mais ce qui est rien par rapport à quelqu'un qui n'aura pas de sauvegarde solide, qui va se retrouver avec toutes ces données complètement verrouillées. Et donc, qui sera soit à la merci d'un pirate qui lui demandera une rançon, soit s'il refuse de la payer, il faut mieux refuser de payer la rançon, se retrouvera sans données, avec tout à retaper, avec les frais supplémentaires que ça induit et la perte d'exploitation qui en découle puisqu'il ne pourra pas travailler. Et donc ça, c'est toujours deux piliers comment dire, pas si compliqués à mettre en place et qu'on retrouve dans tout type d'organisation. Après, c'est juste la taille et les moyens qui changent en fonction de si je suis une TPE ou une grande entreprise. Mais finalement, sécurisation des accès, sécurisation des données. Et puis si je veux aller plus loin, je peux crypter les données, je peux mettre des mouchards. Un mouchard, c'est quoi? C'est si vous travaillez sur un fichier Excel, vous remplissez vos données, puis de temps en temps, vous mettez une ligne qui ne correspond pas du tout au client, un client fictif par exemple, et le jour où vos données sont volées, les experts pourront, vous aurez la preuve de dire que vos données ont été volées par le pirate, elles se retrouvent là-bas, mais ce sont bien les vôtres. Donc vous pourrez dire, pour les récupérer, ce sera un peu plus simple, c'est-à-dire que non seulement vous pourrez dire, c'est cette personne-là qui m'a porté préjudice, c'est ce pirate-là, pourquoi pas, mais en plus ce sont bien mes données, puisque regardez, j'avais mis un mouchard, ce sont bien mes données. Donc il y a plein de petites pratiques qui font que on peut, comment dire, sécuriser ces sauvegardes et ce qu'il y a dedans, ces données, avec plus ou moins d'efficacité. Mais la base, c'est vraiment sécurisation des accès et sécurisation des sauvegardes. Et après, le cryptage des données, ce qu'on voulait, mais là, je vous parlais de la base. Et donc, la réponse, c'est oui, du coup, c'est accessible à tous. Vous avez même des services de cloud qui sont certifiés, vous avez des hébergeurs qui sont certifiés pour externaliser à tout prix, à toute gamme de prix, votre système informatique. Donc finalement, c'est ouvert à tout à chacun, peu importe la taille de l'entreprise, et avec des tarifs qui sont complètement cohérents aussi avec les enjeux et puis la taille de l'entreprise. C'est un autre pilier donc des stratégies. Donc on a parlé de la stratégie technique. Maintenant, on va parler de stratégie humaine. Il y a une phrase qu'on trouve un petit peu à toutes les sauces, enfin pas à toutes les sauces, mais en tout cas un peu trop souvent. On entend des gens dire que le problème en informatique se trouve entre le clavier et la chaise. Mais en fait, l'humain, c'est pas le problème, c'est plutôt l'élément de la solution, parce qu'il est vrai que l'immense majorité des attaques cyber ne pourraient pas se déployer s'il n'y avait pas une action humaine. Je prenais l'exemple du phishing. Le phishing ne marchera pas s'il n'y a pas un humain qui est tombé dans le piège. La manière, si je reçois une pièce jointe verrouillée, il faut bien que quelqu'un l'ouvre. Il faut qu'il y ait une action humaine. Donc, pour le coup, un élément de stratégie important, c'est de se former et de former ses salariés. Pourquoi? Parce que on parle du phishing, mais encore une fois, c'est pas qu'une question de crédulité, c'est une question de regard, d'apprentissage pour vite déceler en quelques éléments de preuve si je suis bien face à un email qui n'est pas un email légitime. Et puis après, une fois que j'ai décelé, il faut que je sache comment réagir. Est-ce que je le transfère à quelqu'un d'autre, à qui je le transfère, etc., etc. De la même manière, c'est intéressant d'avoir des bonnes pratiques sur, par exemple, ce qu'on appelle les cyberfraudes. Cyberfraude, ça veut dire que là, le cyberpirate, plutôt que de me faire perdre de l'argent, il essaie de m'envoler, mais en me piratant. C'est-à-dire que il va rentrer dans mes systèmes, par exemple, il va voler un email interne dont il va prendre le contrôle, l'email de, je sais pas, d'un responsable, et puis il va dire à la comptable, voilà, merci de faire le virement à tel endroit, etc. S'il n'y a pas de bonne procédure, si les personnes ne sont pas formées, le ou la comptable va de bonne foi procéder au virement et le pirate aura mis un numéro de compte qui ne bénéficie qu'à lui. Mais si par contre, l'organisation a bien formé ses personnels et a mis en place les process qui vont bien, la personne dira mais c'est quand même bizarre. Pourquoi ce ou cette responsable m'envoie un mail alors que d'habitude ça se passe pas comme ça. Elle appliquera le process et là le cyberpirate sera coincé. Sa démarche sera coincée à ce moment-là. Donc en fait, la formation après l'investissement technique
est vraiment le deuxième pilier stratégique pour se défendre vis-à-vis des cyberattaques. Si je ne forme pas mon personnel, je peux avoir de grandes déconvenues. Autre exemple, parce que c'est un test qu'on fait souvent dans les audits de sécurité, du coup, la clé USB. Quelqu'un qui est formé se dira, bien, je trouve une clé USB par terre ou dans les toilettes de la société, je ne vais pas la brancher sur mon unité, parce que c'est suspect. Quelqu'un qui n'est pas formé aura peut-être, enfin, pas tout le monde, mais ça arrive encore, aura tendance à dire, ah, très bonne nouvelle, je viens de gagner une clé USB gratuite, je vais l'essayer. Et en fait, cette clé USB-là, c'est déjà un piège, puisqu'elle comporte un virus. On pourrait sourire, mais ça arrive très souvent. Enfin, ça arrivait souvent. Maintenant, c'est assez connu. Mais en tout cas, c'est encore un élément qui démontre que la bonne pratique vient de l'humain. Une personne formée dirait non, cette clé-là, c'est suspect, je ne vais pas la mettre, la brancher sur mon unité professionnelle. Et même de manière générale, quelqu'un de formé fera bien la distinction entre un usage professionnel et un usage privé. C'est-à-dire que un autre grand sujet pour la cybersécurité, c'est toute personne, tout salarié, même pas que les salariés, qui aurait tendance à utiliser son matériel et son réseau professionnel à des usages privés. Et là, on peut se retrouver avec des sites qui seraient pas des sites avec des scripts pas vraiment très très sains pour la cybersécurité. On pourrait se retrouver avec des mauvaises pratiques. La personne qui va recharger son téléphone portable en le branchant sur l'unité, mais là déjà rien que que le brancher, bah, ça crée un lien entre un système professionnel et un système privé qui lui est nettement moins protégé. Donc c'est pareil, il faut former les gens, dire attendez, mélangez pas les deux. Et là on le voit avec le télétravail. Le télétravail, c'est une notion qui est très galvaudée. Par exemple, pour le télétravail, ça veut dire quand même que j'utilise en principe le système informatique professionnel de ma société dans un environnement qui est tout aussi sécurisé avec les mêmes pratiques habituellement. Le télétravail, c'est pas s'envoyer des mails professionnels sur son petit PC personnel et travailler comme ça toute la journée avec des données et manier des données qui sont des données professionnelles, celles de mes clients. Donc pour le coup, une bonne pratique ferait que déjà un salarié saurait que il ne peut pas s'envoyer des données comme ça, professionnelles, sur son PC portable personnel, sur son téléphone, pour faire son travail. Il est formé pour comprendre qu'il met en danger la société. Puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'on parle de cyberattaque, mais il y a toute une réglementation, ce qu'on appelle le RGPD, le règlement européen, sur la sécurisation des données, qui fait que une entreprise qui traite de données, ça doit être normé de manière à protéger les données des clients, des salariés et des prospects. Donc si en cas de télétravail, les salariés font n'importe quoi et s'envoient des données pour travailler de la maison de cette manière-là, il n'y a rien de sécurisé. Et là, pour le coup, je mets l'entreprise en péril. Et là encore, bon, il y a les moyens techniques, le VPN, l'authentification de deux facteurs pour faire une connexion distante. Et puis, il y a le moyen de formation des salariés en disant attention, je vous mets en place ces moyens-là. C'est pas pour vous voir utiliser d'autres moyens qui pourraient mettre en péril notre activité vis-à-vis notamment de la CNIL qui pourrait être en droit à ce moment-là de dire mais attendez, votre société n'a pas normé la protection de données puisque certains de vos salariés ont fait fuiter des données et ces données-là, vous en étiez responsable vous en tant qu'entreprise. Et donc, à chaque fois, on en revient toujours, d'une manière ou d'une autre, à la formation des personnels. Et ne serait-ce aussi pour les former au moment où l'attaque arrive. Comment je dois réagir si j'arrive le matin, je suis le premier à voir que sur mon écran, il y a une belle tête de mort rouge sur fond noir qui m'explique que ça a été cryptoloqué. Qui dois-je appeler, etc. Donc la formation est très importante pour, un, éviter l'attaque, autant que faire se peut, et deux, la traiter dans de bonnes conditions. Et donc concrètement, comment la faire? Vous avez différents prestataires qui sont en capacité de vous fournir des e-learning, de faire des audits aussi de sécurité auprès de votre organisation et de former vos personnels aux bonnes pratiques suite à ces audits, etc. Il y a différents prestataires qui sont tout à fait en capacité de dispenser ces formations-là qui sont vitales. Encore une fois, on parle du phishing, on parle de la cyberrançon. Il faut savoir ce que c'est un virus, il faut savoir ce que c'est une authentification double facteur, il faut savoir ce que c'est une bonne attitude vis-à-vis de la sauvegarde de données. Pourquoi c'est important pour l'entreprise? Parce que aussi, faut faire adhérer les gens, les salariés à cette notion-là, parce que ça paraît galvaudé. Les données, après tout, qu'est-ce que c'est? On est toujours avec, mais est-ce que ça a de la valeur? Oui, c'est de la valeur. Pourquoi ça a de la valeur? Il faut l'expliquer. Et aussi, quelles sont les sanctions lorsque c'est mal, lorsque les principes de sécurité sont mal appliqués, qui les donne? Est-ce que ça peut coûter l'entreprise? Parce qu'une sanction de la CNIL, c'est pas une masse à faire, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. On parlait des deux premiers piliers. Les deux premiers piliers, c'était le pilier technique. Deuxième pilier, formation. Troisième pilier, le transfert du risque.
puisque pour se prémunir d'une cyberattaque, une fois qu'on a traité la partie technique, une fois qu'on a traité la partie formation du personnel, il y a toujours l'aléa, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas traiter, ou alors ce qui est au-dessus de nos moyens. Et c'est à partir de là que l'assurance rentre en jeu, que le mécanisme de l'assurance est intéressant. C'est-à-dire que j'ai investi des centaines de milliers d'euros, peut-être un peu moins sur l'organisation, mais en tout cas, j'ai investi. J'ai investi dans la formation de mon personnel. Mais mes ressources font que je ne peux pas faire face facilement à une cyberattaque qui me coûterait plusieurs jours d'arrêt de production, d'arrêt d'activité. Je me suis protégé, mais malgré tout, même si je suis bien protégé, il faut que je réinstalle mes sauvegardes, il faut que j'analyse les sauvegardes, il faut que je fasse une communication de crise vis-à-vis de mes clients. Faut que je trouve les bons juristes le jour où j'ai une attaque. Bref, j'ai une crise, il faut que j'ai les moyens de traverser cette crise-là. Et donc, tout ce qu'on a dit précédemment sur les moyens de prévention technique et, et de formation sont là pour diminuer l'impact de, de la crise, mais techniquement, ça ne peut pas l'éviter. Si un hacker est décidé, il y arrivera. Si le cyberpirate est en interne, et dans une bonne partie des cas, le cyberpirate, c'est quelqu'un qui est interne, soit un préposé, soit un prestataire. Donc, cette personne-là a eu tous les moyens de passer à travers les mailles, puisqu'elle connaît parfaitement le système que je veux défendre. Et donc, c'est pour ça que, arrivé à un stade, même si j'ai tout bien fait, même si plutôt si j'ai bien tout fait, il est nécessaire de transférer ce risque pour des raisons financières. Et là, l'assurance apporte ce mécanisme-là. Elle apporte ce mécanisme-là avec 3 piliers. Donc, toujours par pilier, en fait. Le premier pilier, c'est le pilier de l'assistance. Comme je disais, le jour que j'ai la crise, même si j'ai bien fait les choses, enfin, je trouve un prestataire spécialisé, parce que le prestataire qui me fait mon infogérance, qui fait mon hébergement, qui s'occupe de mes sauvegardes, c'est pas forcément un spécialiste de la cybersécurité. C'est un domaine très spécialisé, la cybersécurité. Donc, il faut quelqu'un qui fasse la récupération de données. Il faut quelqu'un qui aille me dire où sont rendues les données. Si ces données-là sont cryptées, il faut que j'ai quelqu'un qui me dise est-ce que c'est crédible ou pas. Est-ce que le pirate est vraiment en capacité de me décrypter ces données-là? Ou peut-être d'avoir un spécialiste qui, lui, est en capacité de le faire. Nous, on en a des spécialistes qui sont capables de décrypter les données. Si elles ne sont pas décryptables, comment je devais négocier avec le cyberpirate? Est-ce que ce qu'il me demande, c'est crédible? Parce que c'est ça aussi, il y a un marché du piratage, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander des sommes parfois astronomiques juste pour négocier en réalité. Ils sont capables de vous demander, je prends un exemple plutôt bas, parce qu'on a eu des exemples très extrêmes à des millions, mais ils vont vous demander quelques centaines de milliers d'euros, et en fin de compte, quelqu'un qui connaît le sujet dira, mais non, mais ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros, et vous aidera à négocier, et vous aidera à trouver les fameux bitcoins pour payer la rançon. Donc là, je parle juste de l'assistance, on va dire, purement technique, quoi. Après, donc, comme je disais, il y a l'assistance en termes de gestion de crise, de communication de crise. Je suis une petite structure, pour autant j'ai beaucoup de clients, ou des clients importants. Je ne peux pas leur dire, je ne peux pas leur, je ne peux pas rien leur dire sur la situation que je traverse, parce que c'est mal perçu en général. Mais de l'autre côté, je ne peux pas non plus leur dire tout et n'importe quoi. Donc ça s'organise et ça doit s'organiser vite. Donc il faut une communication de crise. Donc là, il faut un communicant spécialisé. Ça, l'assureur sera capable de vous le fournir aussi. Et puis, il faut un avocat spécialisé. C'est pas tous les avocats qui sont spécialisés en termes de ce que je disais tout à l'heure, le fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données, et qui sera capable de bien vous aider à faire les bonnes notifications, de votre notification à la CNIL, votre notification par la suite peut-être aux personnes dont les données seraient dans la nature. Donc, pour le coup, même si j'ai bien tout fait, le jour que la crise éclate, j'ai peu de temps pour trouver tous ces spécialistes-là au meilleur tarif et être certain qu'ils sont tous efficaces. Donc l'assurance amènera ce premier pilier d'assistance. Et puis une fois que c'est fait, ça me coûte de l'argent. Je ne travaille pas. C'est peut-être une rançon à payer. Donc l'assurance sera en capacité de payer par exploitation et, dans certains cas même, de payer les conséquences pécuniaires d'une cyberextorsion. Et puis vos frais de notification, etc., etc., vos frais de récupération de données. Et puis troisième pilier, donc assistance, les dommages que j'ai subis. Et bien, le troisième pilier, c'est les dommages que je vais causer. En cyberattaque, je suis une victime, mais je suis une victime qui peut causer d'autres victimes. Parce que les données que j'utilisais sont dans la nature, parce que mon système informatique a été piraté pour après attaquer d'autres systèmes informatiques, ça arrive, tout simplement parce que j'ai des ressources et le pirate va utiliser tous mes ordinateurs pour avoir de la capacité de calcul pour après attaquer d'autres serveurs plus conséquents, ou va se servir de moi pour transférer un virus. Donc du coup, je suis victime, mais je vais faire d'autres victimes, et vis-à-vis de ces autres victimes, je suis responsable. Donc je suis là pour le coup, c'est l'inverse de la formulation malheureuse qu'on entendait dans les années 80. Là, ça va être je ne suis pas responsable, mais je suis coupable. Je suis coupable d'avoir un système informatique qui n'a pas pu contrecarrer une première attaque et qui a causé du tort à des tiers.
Donc, pour le coup, l'assurance traitera l'assistance, le dommage subi, le dommage causé.